Vous regrettez de ne pas savoir dessiner? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 489. J'espère que vous avez la forme, de l'énergie, la patate. Et peut-être, oui, comme moi, vous ne savez pas dessiner et vous le regrettez. Je vous avais fait un épisode sur le sujet. Épisode 233, je vous disais, je ne sais pas dessiner et c'est entièrement de ma faute. Et ce jour-là, quelqu'un m'a répondu, quelqu'un m'a fait une petite réponse, il s'appelle Grégoire Berquin, fidèle auditeur et soutien du podcast via Patreon. Et en fait, il a fait un épisode dans son podcast, dans son streetcast, mais il me l'a fait un petit peu pour moi, un épisode de podcast pour répondre et donner quelques pistes sur pourquoi on arrête de dessiner, qu'est-ce qui se passe et comment on peut continuer. Alors, quand j'ai pensé à cette semaine spéciale par rapport à ma fille, par rapport aux 2 ans de ma fille, à cette semaine, ce que ma fille m'inspire, et je me suis dit, il faut qu'on termine la semaine avec Grégoire. Il faut qu'on termine la semaine avec un dessinateur, avec quelqu'un qui n'a pas perdu ce talent, qui n'a pas perdu ce génie, j'ai envie de dire, de savoir exprimer des idées par des dessins, par des formes, par des traits. Et moi, je trouve ça... Je suis tellement admiratif du talent de ceux qui savent dessiner que je vous l'ai dit, c'est quelque chose vraiment que j'essaye de travailler. Oui, j'essaye de le travailler. Depuis les conseils qu'il m'a donnés, je dessine un peu tous les jours et allez savoir si une idée qu'il m'a donnée dans cet épisode que vous allez écouter maintenant, on l'a enregistré lundi, si depuis lundi je n'ai pas mis en œuvre une des idées qu'il m'a données. Allez savoir, peut-être, ce n'est pas impossible. En fait, dans cet épisode, nous allons parler de son métier, de son parcours, des outils et des logiciels qu'il utilise. On a aussi parlé de savoir comment dessiner, comment développer le dessin. Il nous a donné aussi, on a discuté notamment des techniques, de l'évolution du numérique, de ce que ça a apporté par rapport au dessin, par rapport aux dessinateurs, par rapport à des outils, par rapport à des logiciels. Il donnait quelques logiciels qu'il utilise ou qu'il a utilisés ou qu'il conseille. Je vous mets des liens dans les notes de l'épisode. Et puis j'avais une question importante à lui poser dans cette semaine, je vous le dis, inspirée par ma fille, c'est comment aider nos enfants à dessiner, ou plutôt comment ne pas tuer leur talent, comment faire en sorte que finalement cette capacité qu'ils ont à dessiner, à imaginer, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans l'épisode de mercredi, et finalement ils le conservent, alors qu'ils aient envie de le conserver ou pas, certains ne le développeront pas, certains auront envie de le développer, mais comment finalement c'est pas nous qui tuons ce talent, parce que moi j'ai le sentiment que parfois, quand j'entends les réflexions qui sont faites, ou quand même parfois, peut-être, moi, certaines réflexions j'aurais pu faire à ma fille, je me dis, va savoir si d'un coup, en lui disant quelque chose, je ne peux pas tuer son talent. Et donc j'avais envie de lui demander, mais comment finalement on fait, lui qui est papa en plus de 3 enfants, comment on fait pour inciter finalement, ou ne pas en tout cas tuer le talent de nos enfants, c'est-à-dire comment on évite peut-être de juger, comment peut-être on évite certaines réflexions, peut-être aussi on évite peut-être de les brider quand ils ont envie de dessiner. C'est pour ça vraiment que je tenais vraiment à avoir Grug cette semaine pour boucler cette semaine. Je vous laisse maintenant écouter cet épisode. Alors je vous précise à la fin, il y a un petit bonus, c'est-à-dire que on s'est dit au revoir et puis il m'a envoyé un petit message quelques heures après en me disant j'ai oublié quelque chose. Alors une précision, il a oublié quelque chose sur la vie d'indépendant et vous verrez c'est un message très positif si vous êtes indépendant comme moi et que c'est un petit peu compliqué par moment. Et puis un petit conseil, une astuce très intéressante pour nos enfants, justement sur cette idée de créativité pour nos enfants. Donc je l'ai mis tout à la fin, voilà, tout à la fin, et où il donne ce dernier conseil qui est vraiment très intéressant. Donc je vous laisse écouter tout ça. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous rappelle que si les épisodes de votre coach web vous intéressent et si vous pensez qu'ils peuvent intéresser des gens, n'hésitez pas à leur transmettre un lien, faites-leur passer un lien, expliquez-leur comment on écoute des podcasts. Expliquez-leur, t'as une application pour faire ça, etc. Chargez-le l'épisode, faites écouter, faites découvrir des podcasts à votre entourage. Je vous parle du podcast, le mien, mais faites-leur écouter le maximum de podcasts pour que le maximum de gens autour de vous découvrent ce que c'est que le podcast, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent en fait la richesse du podcast et c'est vraiment dommage. Alors que chacun d'entre nous, on fasse découvrir des podcasts à notre entourage, mais qu'on fasse aussi découvrir comment on écoute des podcasts. Et par exemple, vous pouvez leur faire écouter ce podcast avec Grégoire qui nous explique un petit peu son parcours, sa vie et comment finalement on dessine, comment on cultive ce talent de dessinateur. Et vous allez voir, et je trouve que c'est hyper décomplexant, il donne 2-3 astuces qui moi me décomplexent vraiment sur des trucs, je me dis j'arrive pas à faire ça, mais comment ils font ça, etc. Et lui, dont c'est le métier, dont c'est la passion et le métier, vous explique que lui aussi, il a certains problèmes, alors qu'on pourrait penser que c'est simple pour quelqu'un. Il
il a lui aussi certains problèmes. Pour lui aussi, ça peut être compliqué. Pour lui aussi, il y a des moments où il a besoin de se chauffer. Il y a des moments aussi, il peut avoir un peu des difficultés, puis par moments des inspirations, etc. Il nous explique tout ça. C'est vraiment très intéressant. Allez, je vous laisse écouter cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Bonjour Grug. Bonjour, Comment vas-tu? ça va bien, ça va bien. Petite sinusite, mais tranquille. Bon, bah, c'est un petit peu la période, hein, c'est un petit peu la saison. Moi, je regardais l'an dernier, à la même date, j'avais plus de voix. J'ai été obligé d'interrompre le podcast parce que j'avais plus de voix. Donc bon, là, je te remercie. Heureusement, t'as de la voix pour venir nous discuter avec moi. Je t'ai invité, ça faisait un moment que je t'avais invité, on n'avait pas trop réussi à se caler et je suis très 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 content de t'avoir. En plus, je te place dans cette semaine qui est dédiée à ma fille parce qu'on va parler de créativité et tu as un talent que je n'ai pas du tout et je regrette de ne pas avoir. J'en avais fait un épisode un jour, donc je vais te laisser te présenter, tu vas nous dire ce que tu fais et les gens comprendront tout de suite de quel talent je veux parler. Alors, je suis illustrateur. Je suis illustrateur, dessinateur de BD, auteur de BD. Voilà, donc je dessine toute la journée. C'est mon travail. J'illustre toutes sortes de textes. Je fais parfois aussi des interventions en direct, des caricatures, des dessins d'humour, des choses comme ça, et de la bande dessinée. Voilà, scénario, dessin. C'est le gros de mon activité. Voilà, et donc le talent que tu as, que je n'ai pas, donc c'est de savoir dessiner, de savoir mettre en image ce que tu vois, ce que tu penses. Je sais pas comment tu définis d'ailleurs le talent, ce que c'est que dessiner, illustrer. C'est quoi finalement comment tu présentes ça vraiment comme métier? Bah, mon métier, moi, c'est de raconter des histoires, en fait. Et le moyen que j'utilise, c'est le dessin. Que ce soit en un dessin ou en une bande dessinée, ce qui est important, c'est ce qu'on raconte. Et le dessin, c'est juste un moyen d'écriture pour raconter des choses, un peu comme le texte. On écrit avec des mots, et ben on écrit avec des dessins, on place des éléments, ça raconte une histoire. C'est ça mon travail. Donc il y a différentes façons de le faire, il y a différentes phases quand je le fais. Il y a des phases de gribouillage où je pose les idées, il y a des phases d'organisation où j'organise mes gribouillis pour que mon dessin soit clair et raconte quelque chose, qu'il y ait une narration, qu'il y ait un cheminement entre les éléments qui fasse qu'il y ait une histoire quand on regarde le dessin. Comment tu arrives à... Enfin, comment devient dessinateur d'ailleurs? Parce que finalement, illustrateur, auteur, ce talent-là, d'où il vient? Tu l'as travaillé longtemps? Est-ce que tu te souviens avoir toujours dessiné? Moi, c'est quelque chose qui, pour moi, tu vois, qui est pas dessiné pendant des années, qui dessine vraiment, et je le dis, et on en parlera tout à l'heure, parce que j'ai un complexe, j'ai eu de complexe même de dessiner un petit truc au tableau, etc. Comment, finalement, comment ça t'est venu, ce parcours? Moi, j'ai pas eu le choix. Euh, ouais, c'est-à-dire, moi, j'ai toujours dessiné. Par contre, je vois dans mes collègues, dans les gens qui font le même métier que moi, il y a toutes sortes il y a toutes sortes de parcours, il y a toutes sortes de façons d'arriver au dessin. Il y en a qui s'y sont mis très tard, il y en a qui comme moi, ont dessiné beaucoup. Moi, j'ai dessiné enfant. Très rapidement, je me suis dit, tiens, je veux faire de la BD. Après, je me suis mis dans une telle situation que j'avais plus trop le choix, il fallait que je fasse ça. Et voilà, après, j'ai fait des études d'art, en fait, les arts décoratifs à Strasbourg. Et enfin, avant, j'avais fait une sorte de petit BTS de graphiste publicitaire, quelque chose comme ça. Et ouais, voilà, ça c'est mon parcours scolaire. Après, mon parcours, c'est que j'ai jamais arrêté vraiment de dessiner. Après, j'ai eu des, comment dire, voilà, j'avais mon père qui était architecte, donc le dessin, ça faisait partie des choses qui lui parlaient, qui étaient importantes. Donc déjà petit, il m'a montré des trucs dans le domaine. Voilà, un goût, je pense, un goût pour ça, pour dessiner. Moi, j'aimais bien dessiner. C'était une activité reposante. Et voilà. Après, pour moi, dessiner, c'est une façon de comprendre les choses. Je pense que c'est ça, en fait, quand j'étais môme et quand j'étais ado, c'était une façon d'essayer de comprendre comment fonctionnaient les choses, d'organiser les choses dans ma tête, en fait, d'organiser le bordel de ma tête, comme un peu tout le monde. Et, euh, et voilà. Et voilà. Et à la fin, j'en ai fait mon métier parce que, enfin, j'en ai fait mon métier. C'est une part de mon métier, en fait, parce que mon métier, comme je te le disais tout à l'heure, c'est raconter des histoires, donc c'est organiser des choses. Finalement, avec le temps, je dessine de moins en moins. Je dessine de moins en moins comme on l'imagine avec un crayon et un truc comme ça, mais j'organise de plus en plus des éléments.
le truc. Oui, parce que finalement, on a un peu de mal à voir ce que c'est le quotidien, tu vois, d'un illustrateur, auteur, dessinateur. Alors, on n'a pas dit aussi, hein, tu as un côté geek léger, hein, que tu as marqué dans ta bio. On creusera le côté geek léger parce que moi, il m'intéresse. Il y a des épisodes un épisode de Streetcast notamment c'est ton épisode de Streetcast que tu avais fait sur les 5 logiciels pour copier-coller sur Mac que j'avais trouvé extraordinaire. J'avais dit, il y a vraiment que sur du podcast qu'on peut arriver à faire des choses comme ça, expliquer tout ça. Mais c'est quoi finalement tu dis je dessine pas tant qu'on a l'impression, donc ça veut dire que finalement c'est quoi ta journée finalement de création, j'ai envie de dire, allez. Ma journée de création, c'est comme beaucoup de gens, hein, tu commences par répondre à tes mails et en virer les trois quarts. Et voilà. Après, tu peux commencer à bosser. Donc après, ça dépend. En fait, j'ai plusieurs types de création. J'ai des commandes de clients. Et puis j'ai des projets comme les projets de bande dessinée qui souvent sont à plus long terme, donc s'organisent sur plusieurs jours. Ça prend beaucoup de temps de faire une bande dessinée. Et ça peut varier selon les jours. Mais en gros, j'emmène mon fils chez sa nounou, je reviens chez moi, je prends un café tranquille, je règle tout ce qui est mail, ce qui est administratif, j'organise ma journée. Et en général, là, je vais à l'atelier. J'ai un atelier que je partage avec une dizaine d'autres gens qui font la même chose que moi. Enfin, il y a des scénaristes, des dessinateurs, mais toujours autour de la BD, de l'illustration. Et voilà, c'est un espace qu'on a. Et voilà, là, quand j'arrive, eh ben, ça commence par un café. Et puis après, on dit des conneries. Et puis il y a un moment où tout le monde met son casque et se met à travailler. Et là, si je travaille sur une bande dessinée, ben, j'ouvre mes fichiers. Moi, je travaille plus que sur ordinateur, presque. Presque, pas que, hein, mais presque. Enfin, les rendus à la fin sont sur ordinateur. Et voilà, donc ça, je m'attaque à la planche de la veille, ce que je vais faire tout à l'heure. Là, j'ai une petite histoire à terminer. Donc, quand je vais aller à l'atelier tout à l'heure, je vais ouvrir mon fichier Clip Studio Paint et puis y aller, enfin, me concentrer et y aller sur dessiner les pages, parce que là, je les ai déjà prévues les pages. Après, quand je suis en période de conception, de création de scénario, de découpage, et ben là, ça peut se faire parfois dans des cafés même. Voilà, j'ai noté mes idées, mes petits bouts de scénario, et là, ça peut se faire sur papier. Je gribouille des choses pour mettre en place mon histoire, ma page de BD. Voilà. Ou alors, je peux avoir, comme ce matin, par exemple, là, j'ai une illustration à faire. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse tout à l'heure. C'est pas ma BD. J'ai une illustration à faire pour un client pour demain qui est urgente. Comme j'étais un petit peu malade tout le week-end, j'ai pas eu le temps vraiment de faire le croquis. Donc là, j'ai fait un croquis, je lui ai envoyé, j'attends sa réponse de validation. Et une fois qu'elle m'a validé le truc, je vais ouvrir Photoshop et je vais me lancer dans cette illustration. C'est une petite illustration, c'est un petit boulot court qui me prend une journée, une demi-journée, ça dépend de la taille de l'illustration. Et voilà, après il y a les travaux plus longs comme la bande dessinée, les choses comme ça, où il faut concevoir c'est un contenu, hein, voilà, où il faut concevoir, mais sur du plus long terme. Et donc ça demande comment on va dire, de la rigueur, de la concentration, un petit coup de pied au cul tous les jours. Mm. Oui, parce que je me rends pas compte en fait du tout, moi, le temps qu'il faut pour faire une BD, parce que tu dis c'est un projet qui est plus long, mais j'ai aucune idée, tu vois, du temps qu'il faut pour faire une BD en fait. Alors la bande dessinée, tu as le scénario. Le scénario, si tu as un truc un peu historique, un peu documenté, un petit peu vrai, déjà tu as un gros temps de documentation. Après, il faut l'organiser, il faut écrire ton histoire. Voilà. Après, il faut l'organiser en pages. Donc écrire une histoire, c'est comme écrire un bouquin, enfin comme écrire un scénario, quoi. Donc il faut bien répartir, faire des dialogues, tout ça, ça prend déjà pas mal de temps. Après, il faut répartir ça par des croquis dans des cases. C'est le plus intéressant du travail pour moi, mais c'est aussi parfois un petit peu le plus long parce que parfois ça vient tout seul. Il y a des scènes qui se déroulent automatiquement, puis parfois il faut les construire. Et après, cette partie-là, elle peut être très longue parce qu'il faut revenir dessus en fonction du nombre de pages, en fonction de ce qu'on veut raconter, de ce qu'on découpe. Moi, j'aime bien découper les choses séquence par séquence, page par page. J'aime bien qu'une page couvre une séquence. Après, il y a des formats de bande dessinée où ça peut s'étendre sur plusieurs pages. Il y a toute cette phase-là. Là, on fait en général, moi, je fais je raisonne avec mon crayon. Donc là, c'est sur papier. Je fais des petits rectangles, des petits ronds pour la tête, des bonshommes bâtons, mais parfois des petits croquis comme je dessine. Parfois, il y a un petit truc, une petite attitude de personnage, etc., qui a la pêche, qui est assez satisfaisant. Et ça, il faut le reprendre après pour faire le crayonné.
Et le crayonné, ça peut se faire en plusieurs étapes, parce que dans une case de BD, juste une vignette de BD, elle est composée. Donc ton personnage peut être bon, à droite, à gauche, comme tu composes une photo, tu vois, tu as les règles des tiers, mais il y a d'autres règles, il y a d'autres façons. Et après, ces vignettes, elles sont composées en plus dans une page. Donc tu as une composition de vignettes, une composition de page. Et donc c'est là que la phase de crayonné, de rough et de crayonné peut être, pour moi en tout cas, moi je la considère comme vraiment importante. Et c'est là que je peux passer du temps parce qu'il faut bien que j'articule tous ces éléments pour avoir un truc qui tienne graphiquement et qui soit lisible. Parce que le plus important, c'est que ça soit lisible. Mais c'est bien quand graphiquement ça se tient. Je relisais un truc que j'adore, que là-dessus qui est génial, c'est Lucky Luke. Lucky Luke, ça paraît très simple comme dessin, ça paraît être juste des cases qui se suivent comme ça, un peu toujours dans le même cadrage, donc on se dit il n'y a pas de composition. Et en fait, chaque case est composée au millimètre, tu peux tracer des règles dans tous les sens, tout tombe à des endroits. C'est un des dessinateurs, Maurice, c'est un des dessinateurs les plus graphiques pour ça. Bref, il y a cette page d'organisation là qui peut être assez longue. Après, donc voilà, il y a le crayonné, le dessin. Alors, ce qui est très chiant en bande dessinée, c'est que faut dessiner le même personnage plusieurs fois. Et ça, en fait, c'est pas facile. Moi, je fais aussi beaucoup d'illustrations à côté. D'ailleurs, j'ai commencé par faire que de l'illustration. Donc pour moi, c'est une difficulté le fait de devoir reprendre le personnage de page en page. Alors, il y en a certains qui viennent bien, hein, ou d'un moment, on les a bien en main, mais chaque fois, il faut en inventer de nouveaux qui vont venir pendant plusieurs cases, et ça, c'est un petit peu compliqué. Donc là, il y a une phase de crayonné qui est vraiment du dessin où on reprend, où on retourne son image pour vérifier que tout tient bien, ça peut prendre un petit peu de temps. Une fois que tout est en place, moi, je serais heureux de considérer que c'est fini, mais en fait, c'est pas fini. Là, il y a la période, le truc que j'aime le moins, c'est l'ancrage. C'est-à-dire que tu passes ton trait noir. Bon, après, tu peux aussi, c'est pas la dernière phase, hein. C'est déjà, il y a un ancrage de trait noir. Donc, c'est super intéressant l'ancrage, mais voilà, là, il faut moduler son trait pour que ça indique des lumières, ça indique des mouvements, ça indique. Le dessin est fait, le dessin est en place, mais c'est juste un travail sur le trait qui, enfin, je sais que moi c'est encore là que j'ai une bonne marge de progression toujours, mais voilà, qui demande un peu de concentration. Moi j'ai un dessin assez nerveux, donc il faut que je me ralentisse à ce niveau-là, enfin que j'arrive à compenser pour garder le côté dynamique de mon dessin dans le trait, tu vois, le truc qui bouge, qui fait que ça c'est un peu nerveux comme ça. Et voilà, le côté dynamique et la flûte, je viens d'être perturbé par un bip. T'inquiète pas. Voilà. Il y a le côté, voilà, entre le côté dynamique et le côté juste et précis de l'ancrage. Et après, il y a encore une phase, c'est la couleur. C'est la couleur. Voilà, j'ai oublié des étapes. Faut placer les textes, faut placer ses bulles. Ça, c'est très important. Ça peut prendre beaucoup de temps parce que souvent on a beaucoup de textes. Faut parfois réécrire des bouts parce que voilà, réorganiser sa page. Bref, ça prend énormément de temps. On considère pour une page de BD, ça va avec un dessin assez rapide, un truc un peu lâché, un peu blog BD comme ça, où tu raconterais une anecdote avec un personnage, juste une case avec des décors, mais pas trop, un dessin assez rapide. Tu comptes une journée. Mais si tu prends une page de bande dessinée, genre, alors je sais pas, on va prendre Blueberry pour prendre des grands classiques que tout le monde connaît, un dessin très réaliste, c'est pas le style que je fais moi, hein, mais un dessin très réaliste comme ça, on compte plutôt une semaine pour une page, une semaine, D'accord. 5 à 7 jours, voilà. Mm. Après, il y a un autre truc, c'est les phases où on dessine comme ça. C'est des tunnels en fait. C'est assez dur de se dire tiens, je vais dessiner de 14h à 16h. Et voilà, et je vais faire. Il y a des gens qui y arrivent, hein, mais c'est assez rare. Je dessine de 14 à 16 ou de 14 à 18. Point, à 18h, je m'arrête. Et le lendemain, je reprends à 14h sur ma page avec la même dynamique. Beaucoup de gens, moi et beaucoup de gens, n'y arrivent pas. Il y a un moment, quand on commence, il y a une demi-heure où on se chauffe. Alors parfois, il y a des jours où on démarre tout de suite, on a les bonnes attitudes, les bonnes choses. Parfois, ça prend plus de temps. Et puis, une fois qu'on est lancé, il y a des jours où on abandonne, on a lâché on a fait que 3 heures parce qu'on a fait une bonne case, on est content, voilà. Puis, il y a des phases où ça m'arrive de bosser jusqu'à minuit, 1h du matin parce que là, je suis bien lâché, donc je sais que je vais finir ma page. Ça va bien se passer. Enfin, voilà, en gros, c'est un peu long.
Non mais c'est intéressant parce que je pense que les gens ne regardent pas les BD avec le comment sont scénarisés, les cases elles sont pas juste placées comme ça par hasard, hein. Il y a tout un rythme, il y a c'est un peu comme les scènes d'un film, hein. Il y a des gros plans, des plans larges, il y a des choses qu'on laisse deviner, il faut que l'histoire se raconte de case en case, de page en page, mais aussi à l'intérieur d'une seule case, donc il y a toute une histoire, une structuration qui est pas simple. J'imagine que tu dois te lire beaucoup, regarder beaucoup de choses, t'as dû analyser beaucoup de BD, beaucoup d'auteurs, beaucoup de choses, non? Pour arriver à t'imprégner, à progresser. Bah, au départ, oui, tu lis beaucoup de BD, mais tu t'inspires aussi de plein d'autres, de plein d'autres médias, de plein d'autres façons de raconter, de jeux vidéo, de films évidemment, de livres aussi, parce il y a des principes narratifs, il y a des images. Tu regardes en fait, quand tu dessines, je crois que j'ai dit au début, dessiner, ça sert à comprendre les choses. Donc tu regardes les choses pour les comprendre, effectivement. Après, il y a des défauts de dessinateur. C'est sûr que si je regarde le reflet du soleil sur une voiture, dans ma tête, ça va faire ça, c'est un dégradé comme ça. Voilà, ça c'est Mm. un truc, ça c'est un défaut de dessinateur. Mais déjà, juste quand je regarde la voiture, je vais comprendre, dans ma tête, je vais la dessiner. C'est-à-dire, je vais voir comment les choses se placent en perspective. Je vois un devant de voiture, je vais essayer d'imaginer l'arrière. Enfin, il y a des il y a des tas de réflexes comme ça, ouais. Oui, alors que moi, c'est un réflexe, tu vois, que j'ai pas du tout. Ça, c'est un truc, je sais pas. Et pourtant, tu vois, j'avais dit dans un épisode, moi, mon rêve, c'est d'arriver à dessiner, tu vois, de se dire, mais comment on fait pour dessiner? Alors, on en parlera un petit peu plus tard, mais ce que je voudrais d'abord, c'est qu'on parle un petit peu finalement, parce que je disais que t'es un peu geek léger, mais moi, je pense que plus que ça, quand même, parce que tu disais, c'est quand même, tout numérique, désormais, la BD, finalement, le dessin, l'illustration, il y a le travail sur papier. Alors, bien sûr, j'imagine que tu as toujours des carnets, des choses comme ça, mais finalement, ce qui est imprimé, etc., c'est tout numérique. Alors, moi, je suis arrivé, j'ai un certain âge, j'ai un poil plus que toi, à peine, mais un peu. Et donc, quand quand j'ai fait mes études, c'était les débuts des ordinateurs, de l'informatique. Moi, j'ai connu le monde sans ordinateur. Moi, j'ai vu la première console que j'ai vue, c'était un Pong, hein. Et c'était nouveau, je veux dire. C'était Mm. pas du rétro gaming. C'était genre, waouh, le voisin de l'autre côté de la rue, il a un Pong. Voilà, c'était le truc énorme. Donc voilà, j'ai suivi toute cette évolution. Et, euh, et voilà, quand je suis arrivé dans les années 90, donc, je sais plus, je crois que je raconte dans un épisode de mon podcast, la première fois que j'ai touché à Illustrator, c'était en 1989. C'était mon premier stage en agence de communication. Moi, j'avais tout juste 18 ans, peut-être même pas, je sais plus. Mm. Et voilà. Et en fait, il y avait deux ordinateurs dans la boîte de com. Il y en avait un qui servait pour la compta et il y en avait un qui était dans un coin comme ça et qui servait. Il y avait Illustrator. Illustrator, ça tenait sur deux disquettes. Enfin, trois parce qu'il y en avait une avec le manuel. Il y avait Ah une ouais? disquette de programme, une disquette avec les typos et une disquette pour t'expliquer comment ça marche. Et voilà, et donc ils commençaient à s'en servir un petit peu pour servir pour ressortir une ou deux typographies ou les premiers logos, Mm. en noir et blanc évidemment. Mais voilà, donc j'ai connu vraiment tout ça du début jusque voilà. Et donc quand j'ai commencé à apprendre le graphisme, donc il n'y avait pas d'ordinateur, donc on faisait ça avec de la colle, des cartes à gratter blanches, des rotrings, de l'encre, et quand tu voulais faire un logo, un truc très propre, etc., tu t'y reprenais à plein de fois, tu grattais avec une lame de rasoir, etc. Donc l'ordinateur, évidemment, j'ai trouvé ça absolument génial, le fait de pouvoir faire je sais pas, on va dire tu vois, la pomme d'Apple comme ça, propre du premier coup. Mm. Waouh, ça c'était énorme. Après, je sais pas, il y a peut-être des tournures d'esprit ou des choses comme ça qui font que moi j'ai bien accroché, que j'ai bien compris. J'avais un copain qui était très là-dedans aussi, donc qui m'a montré plein de choses, qui était lui très très geek par contre, hein, qui allait craquer des programmes en mode texte et tout, alors que moi voilà, moi je suis geek à partir du Mac quand même, il me faut une interface graphique, hein, Mm. j'ai mis du temps à faire des trucs en mode texte. Et voilà, après plus tard, quand je suis arrivé aux Arts Déco, bah, il y a les ordinateurs, on faisait de l'animation et de la 3D, les ordinateurs c'était des Amiga, quoi. Voilà. Donc, c'était Mm. les premiers trucs. Il commençait à y avoir des Macs un petit peu pour le texte et pour la vidéo à l'époque. Et après, quand je suis sorti des Arts Déco, déjà il commençait à y avoir des ordinateurs un peu plus, donc en 95 ou 16. Là voilà, là il y avait des ordinateurs, on commençait à le faire.
Après, c'est marrant parce que là, le client dont je te parlais tout à l'heure, c'est à peu près le premier client que j'ai eu en sortant des Arts Déco. J'ai déménagé, je me suis arrêté voir un copain sur la route, je suis allé voir là où il bossait et voilà. Et là, il m'a rappelé, ça fait 5 ans que j'avais pas bossé avec, mais pour une illustre. Mais voilà, ça fait 25 ans que je bosse avec. Et ce client-là, au début, comme j'habitais pas dans la même ville, on envoyait des fax pour faire les croquis. Hmm. Et après, quand c'était urgent, c'est-à-dire c'était pendant 5 jours. Hmm. Parce qu'il fallait le temps de. Alors déjà, on travaillait un peu sur ordinateur, je faisais déjà les couleurs sur ordinateur, mais il fallait le temps de graver le CD, aller à la poste, le faire un chronopost, l'envoyer, et voilà, pour qu'il soit reçu, donc on comptait 3 à 4 jours. Et voilà, et ça, ces clients-là, je suis un des, enfin, mon côté un peu geek, c'est que j'étais un des je les ai un peu convertis au mail et au FTP, quoi. Genre, non mais attendez, moi je vous le pose sur un serveur, là vous cliquez dans le lien sur le mail, et ça va prendre une demi-heure, mais vous récupérez le dessin. Hmm. On gagne 3 jours. Voilà, ça c'était la fin des années 90. Voilà, mon côté geek léger, il vient un petit peu de ça, du fait de me simplifier la vie. L'autre truc, effectivement, c'est aussi que la couleur sur ordinateur, ça a été une révolution, parce que quand on n'aime pas trop la peinture comme moi, enfin, j'en aime pas trop, s'en fout plein les doigts et on n'est pas très, je suis pas très précis en fait quand je travaille à la main. J'ai un dessin nerveux, donc ça peut rendre quelque chose au stylo ou à l'encre, c'est pas mal. Mais quand il s'agit de faire de la couleur, des aplats de couleurs, etc., c'est pas mon truc. Donc Photoshop, j'ai adoré. Et, euh, et finalement, pourquoi pas rendre le fichier numérique directement. Et d'ailleurs, c'est après ce qui s'est passé pour la suite, c'est-à-dire que les copains qui faisaient de la BD, qui étaient un petit peu plus vieux que moi, ils faisaient leurs planches, ils les envoyaient par la poste à leur éditeur, qui leur faisait des bleus, ce qu'on appelait des bleus, c'est-à-dire ils imprimaient un film et puis ils imprimaient l'ancrage, le trait noir sur un papier en bleu. Ça, ils le renvoyaient pour qu'on puisse faire la couleur. Donc il y a le papier Hmm. bleu, comme un calque bleu, enfin avec le dessin en bleu, plus un film avec un trait noir dessus et faire la couleur en dessous. Et puis après, tout ça a été renvoyé à l'éditeur qui s'occupait de toute la partie scannage pour scanner, pour rendre les couleurs conformes, enfin tout ça. Et tout ça, progressivement, en fait, ça s'est décalé vers nous. Quand on travaille avec Oui. les éditeurs de BD, maintenant, on leur rend les trucs presque préimprimés, et pas la maquette du livre, il y a un graphiste qui vient derrière, mais les fichiers. Bon, après, il y a divers types, hein. Moi, effectivement, je suis assez geek dans mon métier. Je ferai un épisode de podcast là-dessus sur les dessinateurs geeks et pas geeks, quoi. Parce qu'il y en Hmm. a qui sont encore, je connais encore des dessinateurs qui travaillent comme ça à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils font leur dessin sur papier, qu'envoient ça à leur éditeur et basta. Ils sont complètement. Et puis voilà, il y en a qui se prennent la tête des heures pour savoir si ils vont bien avoir la bonne couleur bleu Pantone et qui font 5 allers-retours avec l'éditeur et l'imprimeur pour être sûr que ça soit la couleur exacte et pas une autre. Voilà. Enfin, il y a toute la gamme en fait de gens qui se mettent à jour, j'ai des copains qui bossent tout le temps sur ordinateur, mais alors ils sont sur Photoshop CS4 et Hmm. même avec le dernier système. Donc, c'est pas grave, il y a des bugs, mais je change pas, c'est ma version. Voilà. Voilà, il y a divers types de geeks, mais oui, c'est un truc qui s'y prête bien. De toute façon, en tant que dessinateur, je pense qu'il y a quand même ce truc, il y a toujours eu ce truc de tel pinceau est mieux que celui-là, et tel crayon, telle marque de crayon. Chacun a toujours ses marques de crayon, ses marques de papier. Avant Hmm. l'ordinateur, les dessinateurs, c'était des débats sur le Scholler 200 grammes, il est mieux que le Canson 250 grammes, voilà, il y a des petits trucs comme ça qui jouent. Voilà. Et moi, je suis assez geek et moi, j'aime bien aussi les logiciels, même si à la fin, je travaille souvent avec les mêmes, mais voilà, j'aime bien tester, j'aime bien voir ce qu'on peut faire, ça m'amuse, quoi. Hmm. J'imagine pour un dessinateur comme toi, un iPad c'est quand même un outil qui est magique, enfin qui change énormément de choses, non? Alors, ça change, ça change, je sais pas. Moi, je travaille plutôt sur Mac avec des Cintiq. Les Cintiq, c'est des grands écrans tablettes. Hmm. Une tablette Oui. graphique écran, donc tu décides déjà sur l'écran. Après, oui, j'ai un iPad, moi, depuis 2, 3 ans. Avant, je t'avoue que je ne savais pas trop à quoi ça pouvait bien servir. Et effectivement, quand ils ont sorti l'iPad Pro avec stylet,
Là, il y a un jour, j'avais 800 € à claquer, j'ai craqué. J'ai craqué. Et ce qui est étrangement d'ailleurs, ce qui m'a décidé, c'est le petit truc qui m'a décidé, c'est pas du tout un programme de dessin, c'était Nebo, le programme qui te permet d'écrire à la main, là, en attaché, et que ça te convertit en texte. Et en fait, c'est Mm. ça dans l'Apple Store, c'est ça qui m'a décidé à le prendre. Après, effectivement, il y a plein de programmes de dessin et déjà quand j'ai commencé, le principe des ordinateurs, c'était j'achète un ordinateur, faut que je le rentabilise en un an. C'est-à-dire faut qu'il m'ait rapporté au moins ce que j'ai investi en un an. Et sur l'iPad, c'est pareil. Et il me sert beaucoup à l'extérieur, en intervention. Quand je Mm. fais bon, ça m'arrive de faire des caricatures, soit sur papier, ça, parce que comme ça on donne la caricature aux gens, soit parfois pour certaines entreprises, ils aiment bien avoir ça sur iPad. Ou alors des prestations comme ça de dessin en direct, qui peut être soit du dessin d'humour, soit du dessin d'explication, pour des entreprises. Donc ça, on met ça sur un projecteur et on dessine sur l'iPad. Et là, avec l'iPad, tu bénéficies de tous les trucs, c'est ça que j'ai pas dit, tous les trucs qui sont bien de dessiner sur ordinateur. C'est le POM-Z. Oui. CTRL-Z. C'est le truc. Il y a deux trucs, c'est CTRL-Z et ce qui explique l'épisode de podcast que j'avais fait, le copier-coller. Mm. Ça, c'est les deux trucs magiques de l'ordinateur. Moi, tu me donnes un ordinateur, il n'y a pas de clavier, il y a juste deux touches, un pour le POM-Z, un pour le copier-coller, ça va. S'il y a un stylet, un écran, déjà, ça suffira à mon bonheur presque. C'est vraiment les deux trucs magiques de l'ordinateur. Et là, quand on dessine, c'est magique. Le POM-Z, alors sur iPad, c'est taper à deux doigts souvent ou à trois doigts selon les logiciels, mais voilà, c'est juste un tape à deux doigts pour annuler, pour revenir en arrière. Et, euh, et voilà, tu fais un dessin, du coup, tu peux te lâcher sur ton trait. Là, t'hésites pas, tu y vas, tu fais un trait. S'il est pas bon, hop, tac, POM-Z, touc, touc. Et ça permet comme ça d'avoir des traits dynamiques et puis ça correspond bien moi à mon type de dessin qui est effectivement assez nerveux, assez rapide, assez dynamique. Ouais, c'est ce que j'allais te dire finalement à l'ancienne, à l'époque, quand tu faisais un trait ou même quand tu faisais un aplat de couleur, quand il était fait quoi. Alors que maintenant, c'est vrai que cette capacité à revenir, à dire bon là je peux le corriger, je peux le refaire, je me suis un peu planté ou des choses comme ça, c'est vrai que là, le temps de gagner et puis même tu le dis de sécurité finalement dans ton travail. Si tu loupes, j'imaginais avant si tu loupais le dernier trait de ta case, c'était quand même, tu refaisais tout. Non, tu refaisais pas tout, tu redécoupais du papier. Quand tu vois les planches originales, alors oui, c'est le défaut de l'informatique, c'est qu'il n'y a plus de planche originale qui peut être un truc très beau qui intéresse pas mal de gens, où tu as l'ancrage et où tu revenais avec du blanc, un peu comme du Tipex, mais avec de la gouache Mm. blanche pour être plus précise, ou alors tu redécoupes, tu as des découpes aussi. Donc tu avais des techniques, on avait des techniques pour découper le papier, c'est-à-dire on mettait le papier dessiné où le truc était raté et le papier normal, on le collait en dessous et puis on faisait la découpe pour avoir une découpe bien précise. Et voilà, il y avait des découpes comme ça et à la fin, c'est chez l'imprimeur sur le film, là où il y avait juste le noir et sur transparent, ou parfois on venait gratter un petit peu avec une lame de rasoir quand il y avait un petit trait comme ça, une petite tache non désirée, enfin un petit trou. Mais là, oui, oui, bien sûr, ça aide. Alors en fait, c'est pas sûr que ça fasse gagner du temps. Ça change un peu la façon de travailler. Et après, moi, si je regarde le niveau des gens maintenant, des dessinateurs maintenant et des dessinateurs autrefois des années 70-80, et on a l'impression que le niveau a vraiment monté, monté, monté. Parce que justement, il y a Mm. l'ordinateur, parce que tu peux utiliser facilement même des mannequins pour mettre derrière tes personnages. Parce que il y avait une technique de vieux dessinateurs de BD, c'était tu fais ton crayonné, puis après tu le regardes dans une glace ou en transparence pour renverser ta page, pour avoir le dessin à Mm. l'envers, et là tu vois toutes tes erreurs. Et ça, effectivement, mais là maintenant c'est une touche, enfin c'est un raccourci clavier sur ordinateur. Il faut le faire, hein, parce que honnêtement, moi je dessine un truc, et là tu sens qu'il y a ton personnage, tu sens qu'il y a un truc qui tient pas, et t'as beau avoir Mm. des années de dessin, avoir fait du dessin classique et tout, tu sais pas. Tu sais pas pourquoi est-ce qu'il tient pas bien debout, il a pas une bonne dynamique, tout ça. Et là, tu retournes ta page et tu vois tout de suite. Et ça, voilà, avec l'ordinateur, c'est un truc. Alors que sinon, tu faisais bien tous tes dessins, tu regardais dans ton miroir ou en transparence, et puis tu recorrigeais mais à l'endroit, et puis voilà. Enfin, ça prenait effectivement, c'était un autre truc. C'était un peu plus artisanal, non, parce que maintenant c'est juste sur des plaques de verre, quoi. C'est la différence. Mais voilà. Mais bon,
bon, c'est quand même des outils géniaux. L'iPad, la Cintiq, c'est vraiment pour des dessinateurs, c'est vraiment des outils absolument terrifiants. Et effectivement, l'iPad, moi, c'est un truc que je conseille. Même maintenant, les iPads pas pro, il y a moyen de mettre un stylet et donc d'utiliser Mm. des logiciels avec. Et voilà, et c'est énorme. Et en plus, moi, je vois juste ma fille, par exemple, il y a des petits programmes d'animation sur iPad. Alors, mes enfants, ils sont vraiment pas à écran. Autant moi, je suis geek, autant mes enfants, ouais, ils regardent des écrans, il n'y a pas le truc, mais c'est vraiment, je les ai pas habitués à ça. Et ma fille, quand elle me pique l'iPad, c'est pour dessiner, faire des dessins animés dessus. Et tu as D'accord. des programmes qui te permettent de faire des dessins animés. Tu dessines un truc, même en bonhomme patate, hop, tu dessines l'image suivante, etc. Et tout de suite, ça s'anime. Et ça, c'est magique. Moi, j'aurais rêvé Mm. d'avoir ça quand j'étais môme. Alors bah tiens, tant qu'on y est, alors quels sont les outils, par exemple sur iPad ou sur Mac que tu utilises et que tu recommandes, hein, que tu peux te dire si vous voulez dessiner, si vous voulez être un peu créatif, qu'est-ce que tu utilises et qu'est-ce que tu recommanderais? Ben, j'en recommande souvent des outils. Après, moi, j'ai deux outils de prédilection. Je ne sais pas si je les recommande ou pas. Il y a Photoshop, parce que Photoshop, c'est le truc historique, on a appris là-dessus, Mm. ça fait 25 ans que je l'utilise. Il y a des brosses, effectivement, c'est le truc magique, mais je le recommanderais pas à tout le monde, parce que la plupart des gens ont pas besoin de Photoshop, c'est quand même un Mm. investissement qui est un petit peu conséquent. Et il y a plein de logiciels type Photoshop qui sont pas mal. Moi, je l'utilise vraiment par habitude, et puis parce qu'il y a il y a des choses que je sais faire dessus qui me prennent 10 secondes. Quand j'essaye un autre logiciel, parfois, ça me prend 5 minutes pour les faire. Je pourrais, il y a des transitions, à faire. Et le deuxième logiciel, et je pense qu'à la fin, ils vont finir par me donner de l'argent parce que je pense que je l'ai vendu plein de fois, celui-là, c'est Eclipse Studio Paint. Eclipse Studio Paint, c'est un logiciel, qui s'appelait Manga Studio, autrefois, et qui sert vraiment à faire de la bande dessinée, qui est un logiciel qui sur Mac est pas excessif, enfin pas excessif pour un logiciel professionnel, qui vaut 200 euros, en version bien complète, avec gestion des pages, etc. Et ça, un de mes outils de travail quotidien. Après, moi, comme je suis un peu geek, j'aime bien aussi utiliser d'autres logiciels. J'utilise des petits logiciels parfois pour faire des croquis rapides. J'ai oublié le nom. J'ai fait un épisode de podcast il y a pas longtemps sur un logiciel qui malheureusement va disparaître. Euh, a dû disparaître maintenant. C'était un logiciel qui avait la faculté d'avoir un plan de travail infini. Tu pouvais te Mm. balader, mais à l'infini, tu pouvais zoomer à l'infini. Et ça, juste pour faire des croquis. Je m'en servais que pour faire des croquis. Mais voilà, là, j'avais une feuille, genre une feuille géante, quoi. Ça, c'est assez génial. C'était un peu le principe d'Illustrator. Et ça, ça, c'est sur Mac. Après, il y a des logiciels. J'utilise d'autres logiciels, des logiciels de graphisme, de choses comme ça. Affinity, par exemple, Affinity, c'est très bien pour commencer, pas forcément pour dessiner. Pour dessiner, je sais pas, il y a un petit logiciel genre Tayawi Sketch qui est pas mal sur Mac, qui existe sur Mac avec une petite tablette. Hein. On n'est pas obligé d'avoir une Cintiq, avec juste une petite tablette à 50 euros là, Huon ou Bambou voilà. Mm. Ça c'est très bien. Sur iPad, il y a trois types de logiciels. Il y a deux types de logiciels. Déjà, il y a les logiciels de peinture numérique, genre Procreate, dont tout le monde entend parler. Mm. Mais il y en a d'autres. Moi, c'est pas mon favori. J'ai des petites. Il est bien, hein, il est super. The Procreate, c'est très bien. C'est l'équivalent pour le dessin de Photoshop sur Mac, hein, vraiment. Enfin, en plus, c'est vraiment la place de leader. Il y a Photoshop qui arrive sur iPad et en fait, la question chez les dessinateurs qui se posent et sur YouTube, etc., c'est est-ce que Photoshop va être le Procreate killer, quoi? Mm. Dire la place qu'a ce logiciel, parce que et en plus la réponse est plutôt non pour l'instant. Mais j'ai spoilé. Mais voilà, il y a un On ver- Painter. on verra si c'est vrai ou pas, mais Après, à terme, ils y arriveront. C'est Adobe, hein, ils feront. Mais voilà, enfin, t'as des logiciels comme Procreate qui valent une dizaine d'euros, qui valent rien et qui vraiment permettent. Moi, je connais des tas d'auteurs de BD professionnels qui bossent dessus, qui font, Mm. enfin, des illustrateurs surtout qui font des illustrations dessus constamment. C'est quasiment leur seul logiciel. Je viens d'en découvrir un qui s'appelle Infinite Painter, qui est bien, qui est pas mal aussi, qui pour moi a une logique qui est un petit peu meilleure. Voilà. Après, il y a les logiciels de sketch rapide qui permettent de prendre des notes, etc. Et moi, il y en a un dont je me sers beaucoup, c'est Linea Sketch. Donc voilà, la promo. Et il y en a d'autres. Mais en fait, juste avec un iPad et après, il y a les logiciels de dessin vectoriel aussi sur iPad ou sur Mac. En gros, vectoriel, c'est Illustrator, c'est-à-dire c'est des points
C'est des points et des coordonnées, ça fait des fichiers légers. Voilà, Mm. avec 2 points et une courbe. Ça calcule 2 points et une courbe et tout le reste est calculé après. Alors que les logiciels comme Photoshop, c'est des logiciels de base bitmap, c'est-à-dire c'est des petits pixels qui sont côte à côte, un petit peu comme une photo. Voilà. Donc ça fait des fichiers beaucoup plus lourds. C'était très important quand moi j'ai commencé. Maintenant, ça l'est beaucoup moins. Et en plus, maintenant, il y a beaucoup à l'intérieur des logiciels, il y a beaucoup de mélange de techniques d'un point de vue technique. Il y a du vectoriel dans les logiciels bitmap et lycée de Versailles. Euh, voilà, donc il y a des logiciels comme ça, et là il y en a un que j'aime bien aussi sur iPad qui s'appelle Concept. C'est un logiciel qui travaille en vectoriel, qui est plus vraiment pour prendre des notes et enfin des notes graphiques, qui pareil, hein, qui a une sorte de plan de travail infini, qui permet d'exporter soit au format Photoshop, qui a des calques, tout ça, qui permet d'exporter en Photoshop ou en Illustrator, peut-être pas en Illustrator lui, et en SVG, qui est un format vectoriel. Bref, qui permet vraiment de faire beaucoup de choses. Et celui-là, je suis en train de vraiment l'explorer à fond. Ça, je compte l'utiliser dans des dessins en direct, plus de présentation. Tu sais, quand tu dois Mm. expliquer un petit peu comme des mind maps, là, quand tu dois expliquer un petit peu des choses, des comptes rendus de réunion, etc. Le fait d'avoir des petits éléments que tu peux redimensionner, que tu peux... Bien. Voilà. Et le truc sur iPad, pour finir sur l'iPad, le truc qui m'épate par contre sur iPad et qui là a fait un bond depuis l'iPad, c'est tous les effets dans ces logiciels de dessin, tous les effets aquarelles. Les Mm. effets aquarelle, avant, il y avait des brosses qui faisaient vaguement comme aquarelle, alors que maintenant, enfin, il y a vraiment l'impression d'avoir de l'aquarelle avec la fluidité des liquides, avec les transparences, avec les couches qui sont sèches, qui sont pas sèches. Et c'est devenu fluide parce que ça fait, effectivement, ça fait 15 ans que ça tâtonne là-dessus, mais ça, c'est vraiment épatant. Il y a Adobe, donc, qui est l'éditeur de Photoshop, qui a sorti un truc sur iPad. Je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. C'est une sorte c'est comme leur Photoshop sur iPad, sauf qu'il y a des brosses un peu différentes, dont des brosses aquarelles qui sont, alors c'est très très beau, hein. Tu fais un trait comme ça, tu as vraiment l'impression d'avoir de l'eau, de la couleur, etc. D'un point de vue professionnel pour bosser, je sais pas vraiment à quoi ça sert parce que on se retrouve avec le même défaut que faire de l'aquarelle avec beaucoup de flotte, et c'est-à-dire que c'est faire des trucs très jolis, mais c'est assez dur à maîtriser. Mm. Euh, mais bon, voilà. Mais les effets aquarelles sont vraiment bluffants sur ces machines-là, et voilà, la puissance d'un iPad, c'est délirant par rapport au. Enfin, moi, ça fait longtemps donc que j'utilise des ordinateurs, hein, mais par rapport au prix même de la machine et à la taille de la machine, etc. Il y a tout ce qu'il faut comme puissance. Je vois pas moi c'est un 2017 je crois ou 2018 je sais plus. C'est un petit iPad Pro. La puissance de ce truc-là, j'ai pas encore réussi à le mettre à genoux quoi. Oui, Oui, voilà. et c'est là où on voit que les outils, on se rend pas compte de la puissance. Un jour, j'ai eu une remarque de quelqu'un, je disais que mon iPhone, qui avait 3 ans, était euh, peut-être pas si puissant que ça par rapport à ce qui se fait maintenant, mais en fait, par rapport à l'époque, toi tu parles de l'époque où tu as connu Illustrator sur une disquette, on se rappelle quand même, c'était combien 1 méga 4 hein, je 800 crois. kilos. Les premières c'était 800 kilos et après c'était le double parce qu'elles étaient double face. C'était comme Oui, le voilà, souvent. moi je me rappelle de mon Amiga qui avait 512 kilos de RAM à l'époque. D'où on l'appelait l'Amiga 500, hein, c'était pour ça. On le doublait allègrement en passant Oméga, c'était incroyable hein, ce truc-là. On se rend pas. C'est vrai que même une montre maintenant, une montre connectée, est plus puissante que les ordinateurs de l'époque. Hein, c'est incroyable. Donc la puissance d'un iPad ou même un vieil iPhone, j'ai envie de dire, hein, même un vieil iPhone. Moi j'ai Procreate, tu vois, sur mon iPhone. Alors c'est la version Pocket, hein, qui est, je pense, qui est très largement différente de la version iPad. Moi, ce qui m'amuse le plus dans Procreate dedans, c'est que ça fait un petit film, hein, pour ceux qui ont déjà vu ça. Ça fait un film du dessin, on revoit comment c'est dessiné, etc. Je trouve que c'est assez. Alors moi, c'est moche, donc c'est pas grave. Mais Oui, je non, trouve que ça, sur quelqu'un qui dessine, etc. On voit comment ça peut être intéressant parce qu'on voit d'ailleurs comment certains s'y prennent, par quoi ils commencent, comment ils font, est-ce qu'ils commencent par une forme, par quelque chose en particulier, etc. Je trouve que pour apprendre, tu vois, j'aime bien cette fonctionnalité de, alors quand on trouve certains dessinateurs qui partagent ça, je trouve que c'est assez intéressant de voir ce processus en fait. Ouais, ouais, mais la plupart des applications sur iPad font ça, ont un mode soit d'enregistrement, soit la plupart du temps c'est reprendre les étapes, parce que le principe de l'iPad par rapport enfin un des trucs de l'iPad par rapport au Mac, c'est que sur iPad en fait on n'enregistre pas, ça s'enregistre tout seul. Mm. Le fichier il s'enregistre tout seul. Et donc là, s'il enregistre toutes les étapes, il garde toutes les étapes en mémoire en fait dans son fichier. Et effectivement, ça fait ces petites vidéos qui sont ces time lapse
qui sont et c'est génial. Moi, j'adore regarder ça et c'est vrai qu'on voit comment les gens font. On voit que des gens comme ça, qui ont un dessin très assuré, très truc, bah on voit que si à un moment quand même ils reprennent leur tête, ils la redimensionnent, ils la regomment, ils la refont 3 fois, ils redéplacent leur personnage, que leur composition qui est bien, on se dit elle est posée dès le départ, bah elle est quasiment posée mais pas tout à fait, ils vont aller refaire des trucs. Et voilà. Après, je crois que la version de Procreate sur iPhone, elle est pas loin de celle sur iPad. Le truc de Procreate, c'est qu'il y a plein de petites fonctions cachées. Et puis qu'après un iPhone pour dessiner, le problème c'est qu'il n'y a pas la gestion de la pression sur l'iPhone Oui, la plupart du temps. c'est ça, ouais. À part peut-être sur les gros iPhones avec certains stylés, il y a certains programmes qui peuvent la gérer, enfin qui peuvent la simuler avec, je sais plus la fonction touch. Je sais toujours pas retrouvé comment elle s'appelle. La fonction touch. Je sais plus, il y avait une fonction qui allait sur les gros iPads et pas sur les petits quand on touchait l'écran. Et ça permet. Mais voilà, donc ça c'est le problème. Après, moi je te parlais de Clip Studio Paint tout à l'heure. Clip Studio Paint est sorti sur iPhone. Et alors là, par contre, là c'est vraiment bluffant parce que c'est vraiment le même programme. Après, moi j'ai un iPhone, tu vois, je suis geek, mais pas tellement non plus. J'ai un iPhone SE quand même. Hein. Il fait 4 pouces mais c'est pareil, il est plus puissant que quasiment tous les ordinateurs que j'ai eu de ma vie, à part le dernier, quoi. Mais pour l'instant, je vois pas non plus. Je vois pas non plus pourquoi j'en changerais. Si en tant que bon geek, j'ai des tas de bonnes raisons de me dire qu'il faut que je change. Mais il tiendra. Moi, je les garde très longtemps. Hein. C'est mon deuxième iPhone. Hein. Le premier, c'était un 4 2010. Donc on est en 2020, j'ai que deux iPhones. Donc, mais oui, je t'avoue qu'un un peu plus grand, ça me cirait avec l'âge. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai. Après, attention, parce qu'après, on s'y fait. Moi, je sais que depuis que j'ai le 7 Plus, ma femme a un 7, et je trouve que le 7 de ma femme est petit par rapport à mon 7 Plus, alors qu'il y a franchement pas beaucoup d'écart. Et en fait, à chaque fois qu'on passe sur une taille au-dessus, après, on se dit, mais comment j'ai fait pour avoir le petit? Moi, j'ai un 5, hein, qui traîne dans un tiroir devant moi, et je regarde mon 5, des fois, tu sais, je l'ai gardé pour faire je m'en sers comme télécommande pour faire mes vidéos, et je dis, mais qu'est-ce que c'est petit, ce truc? Et effectivement, le SE, c'est la taille d'un 5, hein, donc c'est vrai que non, une fois que tu seras passé au grand, tu verras que tu verras que ton SE il est vraiment petit. Mais je commence à voir qu'il est petit, mais c'est juste parce que je deviens presbyte. Ça, mais voilà. Après, comme j'ai un iPad, un ordinateur et un iPhone, et que j'ai l'iPad, finalement, l'iPhone, je m'en sers pour la partie photo, vidéo, la partie écoute de trucs, de podcast, machin, le mail. Je passe mon temps à virer des applications de mon iPhone. J'ai 2-3 applications de dessin, mais c'est plus du test vraiment. J'envisage pas vraiment de dessiner sur Clip Studio Paint sur iPhone, ou alors il faudrait vraiment que j'ai du boulot en retard et que je sois perdu à l'autre bout du monde avec que ça dans ma poche. Mais voilà, si je veux faire ça, j'ai un iPad qui est déjà, c'est juste le modèle 10 pouces, il est déjà un petit peu petit, mais je l'aimais bien, il tenait dans la main. Enfin, j'ai des grandes mains, mais il tenait dans ma main, et c'est pour ça que je l'avais pris plutôt que le 12 pouces. Et en fait, si j'en changeais, mais c'est pareil, j'ai aucune raison d'en changer avant quelques années, j'en prendrais un plus grand, je pense. Je prendrais là le format A4 qui est bien. Quand j'ai des Cintiq, j'en ai deux. J'en ai une qui est à l'atelier qui fait 24 pouces. Donc c'est un bon écran quand même. Et là, j'ai bien la place de dessiner, c'est la place. Et j'en ai une plus petite qui fait 13 pouces quand tu disais changer de taille d'écran. Pour quand je travaille à la maison. En fait, ça, je m'en sers surtout pour des couleurs, des petits trucs quand vraiment il faut que je les fasse, mais je suis moins à l'aise pour dessiner parce que j'ai pas la place. Parce que quand on dessine, c'est vrai que parfois il faut avoir la place. C'est bien de dessiner sur des grandes feuilles à grands traits. Il y a des gens qui dessinent tout petit. Je voyais une copine de ma fille comme ça, elle dessine très bien, mais elle dessinait des tout petits trucs, pattes de mouche, des petites têtes, des petits machins. Je voyais ma fille à côté qui dessinait plus grand, qui avait tendance un peu plus à remplir sa feuille A4. Et puis après, tu prends des mômes, je prends mon fils qui est plus petit, lui, bon, il lui faut des grandes feuilles, mais pour l'instant, il gribouille, il dessine pas encore vraiment. Mais il faut de la place, quoi. Il faut de la place. Tiens, tant qu'on est dans les enfants, parce que ça fait partie des questions, et un jour, j'avais fait ce fameux épisode de je ne sais pas dessiner, mais c'est ma faute parce que je m'entraîne jamais, et tu m'avais fait un épisode de réponse dans ton streetcast, que j'ai trouvé super intéressant, justement, sur le fait que finalement tout à l'heure j'ai dit que c'était moche ce que je faisais et tu m'as repris, hein, donc on va revenir dessus justement. Et dans ma note là j'ai marqué comment ne pas tuer le talent de nos enfants, et finalement comment faire en sorte que finalement
je sais pas. Je me rappelle, tu avais parlé de jugement en fait. On a une tendance quand on est adulte à juger les dessins, etc. Alors qu'il faudrait vraiment pas le faire. Alors, dans cet épisode-là, je te parlais de la façon dont en fait les enfants dessinent. Les enfants dessinent. Au début, ils font des gribouillis. Moi, j'ai un gamin qui a 18 mois. Voilà, quand il prend un stylo, c'est des traits dans tous les sens. Il n'est pas encore au bonhomme patate. Après, ils arrivent un peu au bonhomme patate, comme ça, à faire un bonhomme qui fait des trucs et ils se mettent à représenter des choses, à représenter des bonshommes, à représenter des maisons, des choses comme ça. Et voilà, bah leur maison, c'est toujours les cheminées, elles sont toujours un peu de travers. La taille des choses entre elles dépend de tas de choses, pas forcément de la perspective, dépend ça peut être des trucs psychologiques de l'importance qu'ils accordent aux choses, ou quand même de taille, mais ça va être très disproportionné s'ils dessinent papa qui est très grand et maman qui est moyenne, mais ils vont peut-être dessiner maman petite, parce que c'est juste la différence qu'ils vont noter comme ça. Mais ils y vont, ils ont pas peur. Et après, en grandissant, je pense que c'est vers 7 ans, 8 ans, mais c'est peut-être pas exactement cet âge-là, mais ceux qui veulent dessiner veulent bien dessiner. Et ils veulent recopier. C'est le moment où ils se mettent à recopier les dessins. Et là, ils commencent à avoir peur de dessiner. C'est-à-dire, ils commencent à avoir peur de lâcher leurs traits. Tu veux représenter un bonhomme, tu représentes un bonhomme quand t'es enfant. Quand t'es un peu plus grand, tu veux représenter un bonhomme, mais tu veux qu'il soit un peu manga, qu'il ait un peu des grands yeux, qu'il ressemble un petit peu à Naruto, à je sais pas quoi. Et tu vas essayer. Et c'est là que tu peux avoir que beaucoup de gamins peuvent avoir des frustrations comme ça. C'est parce que tu n'y arrives pas, parce que c'est beaucoup de travail. Et puis parce que puis c'est des trucs. Il y a plein de trucs dans le dessin. Apprendre à dessiner, c'est des trucs. Le premier truc, c'est effectivement, c'est de lâcher c'est de se lâcher. Moi, je vois des gens qui dessinent, prennent leur stylo comme ça et ils font pour faire un trait, juste un bête trait droit, genre une épaule ou un truc comme ça. Ils vont te faire un, 2, 3, 4, 5, plein de petits traits comme ça. Leur trait, ça va être plein de petits gribouillis pas assurés. Alors qu'un trait, c'est un trait. Après, bah, il va peut-être pas être bon, pas bon. Moi, par exemple, quand je fais des croquis comme ça, des doodles de téléphone, tu vois, je fais un trait, voilà. Et mon trait, éventuellement, il va déterminer mon dessin après. C'est-à-dire que, bah voilà, s'il a une dynamique comme ça, il va déterminer mon dessin après. Mais voilà, l'idée c'est qu'il y a un âge où les enfants veulent bien faire. Donc ils veulent que leur trait il soit bien droit parce qu'ils ont décidé qu'il était bien droit et parce que je sais pas, dans la BD qu'ils ont lu, il était bien droit. Donc c'est ça qu'ils veulent faire, c'est ce trait-là qu'ils veulent faire et pas un autre. Alors que l'autre, il va pouvoir être intéressant parce que ce qui est important, c'est pas que leur trait soit bien droit, c'est ce qu'ils veulent raconter en dessinant. Et ça. Et ça, voilà. Après, pour répondre à ta question de c'était quoi, comment pas frustrer les enfants, comment les. Ouais, de comment finalement on cultive un peu leur talent. Je veux dire, comment finalement on les incite. Hein, tu disais ta fille qui fait des petites animations, des choses comme ça, mais finalement, comment tout simplement on les laisse dessiner et qu'ils soient. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'on les laisse. Après, voilà, tu sais, on parle souvent du talent, des talents, pas de talent. Et je pense que bah, ceux qui ont des talents, c'est ceux qui ont résisté, en fait. Résister au fait que ton dessin est pas beau, tu devrais plutôt faire comme ça, ou là, pousse comme ça, ou c'est voilà, qu'on résistait et qu'on l'envie. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir l'envie non plus. Hein, on peut être. Je vois ma fille, par exemple, ma fille, elle dessine. Moi, je l'ai pas du tout poussé. Donc, de temps en temps, elle me fait des petites animations comme ça, là, sous. Je te retrouve le nom de ce logiciel parce que j'adore. Il n'y a pas de raison. Mais elle fait des petites animations. Il est là, il est pas là, il est là, il est pas là. Non, bon. Mais elle dessine pas tant que ça. Elle est pas. Moi, je sais que quand j'étais môme, je passais des heures à dessiner dans un coin. Elle dessine pas. Et de temps en temps, elle fait un dessin et enfin, bon, après c'est ma fille, hein, donc je suis pas objectif. Mais voilà, je trouve, mais que je trouve super beau avec parfois des couleurs et tout. Et tu fais, ah ouais, voilà. Mais elle a pas du tout cette volonté de dessiner. Je vois son frère qui est un peu plus grand. 3 enfants, hein. J'en ai un de 14, une de 9 et un de 18 mois, donc. Et bah lui, il était beaucoup plus, lui, il voulait beaucoup plus dessiner, mais c'était d'une façon beaucoup plus nerveuse. Donc, il en avait un peu rien à foutre. Il dessinait objectivement pas très bien. Il dessine toujours pas très bien à 14 ans, mais il y va. Il y va. C'est pas grave. Il y va. Son truc, il est tordu, il est machin. Et alors, j'ai essayé de lui expliquer juste 2, 3 trucs, laisse des marges, voilà, enfin
deux, trois machins, donc il les a intégrés. Mais c'est pas, voilà, il n'a pas la patience. Par contre, je pense qu'il a une bonne démarche. C'est genre, voilà, j'essaye de représenter un truc, je le représente. Et voilà. Mais après, ils résisteront. Après, je pense qu'il faut les laisser, il faut les encourager. Hein. Après, c'est comme, enfin, tu connais ça, c'est élever des enfants, quoi. Hein. C'est beaucoup d'encouragement quand même. C'est un petit peu Mm. essayer d'éviter les bêtises et puis voilà. Sinon, c'est plutôt les encourager. Après, voilà. De toute façon, il y a l'entourage, il y a tu vois, les parents peuvent être super si, on ne sait pas, si la maîtresse ou la grand-mère ou je sais pas quoi, voilà, elle va te dire non, ça c'est pas bien, ou fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça. Bah, soit le môme il va contourner le truc, il va tenir compte du conseil ou pas. Soit enfin, il va l'intégrer d'une façon ou d'une autre. Après, voilà, les complexes de môme, c'est toujours, je sais pas, moi j'ai pas résolu la question. Hein. Moi, ma mère elle me disait que je chantais faux. Euh, Bah, du coup, je chantais pas. Hein. Oui. Je chantais pas. Alors parfois je chantonne un peu en voiture quand je suis tout seul, mais et puis au bout d'un moment, en plus, je m'en fous. C'est-à-dire que si tout le monde se met à chanter à tue-tête, effectivement, c'est peut-être moi qui chante le plus faux. Je sais pas si c'est juste ou si c'est faux. En tout cas, j'ai jamais travaillé du coup le chant, mais au bout d'un moment, tu vois, avec l'âge, on finit par passer par-dessus. Et le truc sur les enfants, bah, c'est d'essayer de raccourcir ça, c'est qu'ils n'aient pas besoin d'atteindre un certain âge pour décider de passer par-dessus. Et je pense qu'il faut pas y accorder trop d'importance. Voilà. Et après, le dessin, c'est comme la musique, c'est comme des tas de trucs, c'est quand même principalement du travail. C'est-à-dire, si tu le fais régulièrement, c'est un truc que toi, dont tu parles souvent, c'est le fait de prendre des habitudes et de les faire régulièrement. Voilà, c'est comme faire des pompes tous les matins ou un truc comme ça. Si tu dessines régulièrement, t'es pas obligé il faut que ça reste un plaisir, t'es pas obligé d'avoir une régularité comme ça. Mais voilà, si les enfants dessinent et dessinent par plaisir, ça va bien se passer. Après, voilà, moi, je pense que tout le monde devrait savoir dessiner et que tout le monde sait dessiner en fait à la base. Après, je pense qu'il y a des Mm. blocages et je pense que ça peut être une façon de raisonner, une façon de réfléchir qui peut être assez intéressante pour tout le monde. J'ai discuté avec un copain médecin l'autre jour et en fait, il y a les études où tu apprends à dessiner. Il y a les études effectivement qui sont destinées à des métiers du dessin ou du graphisme. Hein. Parfois un peu plus large, d'ailleurs maintenant je vois ça dans certaines écoles vers du marketing ou des choses comme ça, mais bon, où tu es en rapport avec la communication, tu apprends à dessiner. Mais sinon, il y a les architectes, ça c'est assez logique, et sinon, il y a les médecins. D'accord. Dans les études supérieures, où tu as des cours de dessin, bah, tu as médecine. Parce que on n'a pas trouvé mieux pour comprendre comment c'est foutu un os, un organe, comment il s'organise, comment des trucs comme ça. Et donc les médecins apprennent à dessiner, ont des cours de dessin parce que c'est un outil pour eux d'apprentissage et de trucs comme ça. Et c'est pour ça que moi je pense que tout le monde devrait savoir un petit peu dessiner, même des choses simples, parce qu'après, voilà, c'est quoi un beau dessin? Mm. C'est ça aussi le truc. Les enfants, on leur dit c'est beau, c'est pas beau, mais c'est quoi un beau dessin? C'est parce que les couleurs te plaisent pas, c'est parce qu'il a dépassé de la feuille, c'est parce que ça peut être très beau un truc qui dépasse. Ce qui est beau dans un dessin, c'est la spontanéité. Dans le trait, tu vois les calligraphies japonaises. Les mecs, ils passent Mm. des années à travailler ça, mais ils travaillent quoi? Ils travaillent un trait de pinceau, mais ils le travaillent pour qu'il y ait toute la sensibilité qui passe dans ce trait de pinceau. Et un trait, effectivement, entre un trait fait avec un stylo bille à la règle, et puis un trait qui va être, même avec un stylo bille ou avec un pinceau qui va être fait à la main comme ça d'un trait lâché, bah oui, il y en a un qui va être plus beau que l'autre parce qu'il va porter de la sensibilité. C'est ça l'art, c'est la sensibilité que ça porte. Mais voilà, chez un enfant, ça porte une sensibilité, forcément, mais avec un gros feutre dégueulasse, ça porte soit de la nervosité, enfin, ça porte quelque chose, quoi. Mm. Que tout est question de regard. Hein. Voilà, un coucher de soleil sur des poubelles, ça peut être très beau. Ouais, ça serait une citation qu'on mettra que je mettrai dans les notes. Tu vois, alors tu m'as fait sortir de ce que je voulais te dire, mais c'est pas très grave. Tiens, si quand même tu parlais de beauté, c'est vrai que entre le beau, le moche, etc. On constate un truc quand même que dans le dessin, c'est pas forcément les meilleurs dessinateurs hein, sur le plan technique, hein, je veux dire, qui réussissent le mieux, d'ailleurs, qui vendent le plus, ou on a l'impression qu'ils sont le plus vite. Des fois, on a l'impression que est-ce que c'est une impression ou est-ce que finalement il serait capable de dessiner des choses
techniquement bien meilleur. Tu vois ce que je veux dire un peu Alors, il y a deux choses. Un, forcément, ce qui se vend, ce qui réussit, le dessin, c'est vraiment qu'un moyen, même en bande dessinée. Mm, Alors, bien sûr, avoir une belle image, avoir une belle couve, un beau truc, ça peut jouer dans certains types de bande dessinée, mais c'est une histoire. Tu racontes un truc, tu mm, racontes une histoire. Je vois une copine, comment elle s'appelle, professeur Moustache, là, qui fait Tu mourras Mohamed. Tu vois? mm. Voilà. Bah, elle, son dessin, si tu regardes, c'est un peu à la Reiser comme ça, c'est un truc très lâché. Mais voilà, elle raconte des trucs très drôles. Façon blog, comme ça, c'est gribouillé. Même quand on parle avec elle, elle fait non, mais moi, la perspective, j'y comprends rien. Voilà. Et pourtant, elle est dessinatrice, elle a fait du dessin animé, elle a fait et elle est, Mm. et voilà, et elle a un truc qui marche vraiment très très bien, qui touche les gens, parce que ce qu'elle raconte, ça fait marrer les gens, et que c'est original, et voilà, le truc d'un dessin dans une bande dessinée, c'est qu'ils servent ton histoire. Mm. Après, tu as des dessins qui vont avec des types d'histoires. Voilà, c'est qui vont plus avec des types d'histoires. Quand tu fais de la note de blog comme ça, un petit peu drôle, un peu scientifique, un peu machin, un dessin lâché, ça peut aller. Si tu veux raconter Star Wars, il va te falloir un dessin un peu plus réaliste. Et tu vas pas toucher les mêmes gens. Tu vas pas toucher le même public. Après, donc voilà, il y a dans les dessinateurs, t'en as qui savent qu'on leur style depuis longtemps comme ça, qui a une forme d'écriture graphique qui évolue. Après, ils progressent forcément à force de le faire, mais qui évolue et puis qui ont quelques notions des bases. Et puis il y en a qui ont, je pense à Oubion, un dessinateur qui a un dessin très humoristique en ce moment, qui fait des trucs très humoristiques et qui a commencé par des bandes dessinées très très réalistes. Vraiment Mm. très réaliste, et puis avec des dragons, des machins, des trucs très très, des petits dessins partout. Voilà. Après, quand on fait je sais pas, je me souviens moi aux Arts Déco ou même, enfin juste avant l'école que j'avais fait avant, t'as des cours de prépa où on passait des heures à dessiner un plâtre avec un critérium 0,5 sur des formats raisins, donc format, tu vois, c'est assez grand un format raisin. Mm. Et effectivement, moi, je retrouve chez mes parents à la campagne comme ça, j'ai un carton avec quelques dessins. Je le referai plus jamais, hein, c'est sûr. Mais voilà, j'ai un buste d'un Romain machin sur lequel on a passé 2 jours avec toutes les petites ombres au critérium H, donc, une pointe dure c'est pas l'idéal pour faire les ombres. Comme ça, millimétré en mesurant, tu sais, le truc que tu vois dans les films ou dans les cours de dessin. On Oui. prend son stylo comme ça et puis il mesure, tac, tac, à droite. Euh, Ça, tu le fais quand t'apprends, parce que c'est un bon truc d'apprendre, c'est le dessin vraiment académique. Et puis après, c'est pas, quand tu vas raconter une histoire, c'est pas forcément le dessin qui va utiliser. Moi, par exemple, voilà, c'est des trucs que j'ai appris, ou même juste dessiner des paires de chaussures avec tous les plis d'usure, tous les trucs. Je l'ai fait. Voilà, maintenant, moi, mon style de dessin, c'est plutôt un peu franco-belge, un peu gros nez comme ça, et c'est là que je me sens à l'aise. Donc parfois, je le fais varier un petit peu dans un sens, un petit peu dans l'autre, selon ce que je veux raconter. Je pourrais faire des dessins un peu plus réalistes aussi, mais voilà, pas dans l'académisme comme ça. Disons que voilà, la gamme de ce que j'ai appris à faire est beaucoup plus large que ce que je fais, et en même temps, pour que ce que je fais, ça marche, il faut vraiment que je développe mon propre langage, tu vois, mon Mm. propre langage de dessin. Et donc, dans des dessinateurs qu'on va voir, qui vont faire des bouquins dont on va parler, oui, qui vont toucher des gens, et ben oui, la partie dessin va pas être forcément hyper impressionnante. C'est pas tous des Mobius. Et en même temps, Mobius, quand il fait des BD comics, c'est pas top. Il y en a plein il en a fait, hein, c'est pas mal. C'est honorable. Mais il n'y a pas voilà, ça n'a pas la force d'un Peanuts ou d'un Calvin et Hobbes, qui est un dessin assez, alors, Peanuts, c'est très très codifié, mais en même temps, même juste bêtement, ce trait de plume qui a pourtant l'air égal, il porte un truc génial. Et Calvin et Hobbes, qui est un peu plus lâché comme dessin, un peu plus, si tu connais pas, ta fille adorera quand elle aura 5 ans. Mais voilà, qui a un dessin un peu plus lâché, un peu plus, qui est du strip aussi, qui est très codifié comme ça, mais où il se lâche un peu plus. Et j'ai oublié le début de ma phrase, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Après, je crois qu'on a bien compris le sens. Hein. C'est vrai que c'est un monde hein, qui est particulier, le dessin, etc. Moi, je vois parce que ma maman, elle a repris le dessin, tu sais, la peinture à la retraite en fait, très longtemps, et des fois, je la vois faire, tu sais, sur des trucs très académiques, tu vois, sur certaines choses, etc. Et puis des fois sur des peintures, et puis des fois, elle représente des choses, etc.
Et il y a des choses, ben c'est toujours pareil, hein, elle qu'elle aime bien, qu'elle aime pas, que les gens aiment autour d'elle, etc. Alors il y a des grandes discussions, tu vois, des fois. Et alors tiens, je voulais finir là-dessus. Et en fait, elle sans se rendre compte, on a l'impression qu'elle se dessine des fois dans les peintures, et on se demande des fois, tu vois, d'où vient l'image. Parce que tu t'as un peu répondu, hein, tu dis tu réfléchis finalement d'une manière graphique, hein, visuelle, des choses comme ça, et des fois, il y a des bouts de détails. Un jour, on a dit bah tiens, tu t'es peinte au milieu de la rue, en train de traverser la rue, c'était quand même très marrant. Et elle s'en est pas rendu compte, tu vois, de cette histoire-là. Et en fait, on s'est rendu compte quand elle fait des personnages, ils lui ressemblent. Je sais pas comment on peut l'expliquer. Ça, c'est un classique. Tout le monde se dessine plus ou moins. Il y a toujours, enfin, vraiment, c'est toujours ça. Alors après, justement, quand on fait de la BD, il faut réussir à créer, ou du dessin animé, etc., il faut réussir à créer Hmm. des personnages qui soient pas soi. Mais naturellement, tu vas dessiner un personnage qui va pas forcément être toi, mais qui va te ressembler parce que bah voilà, t'es un humain, tu sais comment toi tu bouges. Je Hmm. suis sûr que toi aussi, quand tu te dessines, tu fais tes petites têtes, machin, là, tu te dessines un peu toi. Ouais. Et pas juste parce que tu veux faire un avatar, c'est le plus naturel, Hmm. c'est le plus simple, si tu veux. Moi, effectivement, je suis assez grand et j'étais filiforme, donc j'ai plus tendance à faire des personnages comme ça. C'est plus facile que de faire des petits gros. Je sais les faire aussi, hein, j'ai appris. Au bout d'un moment, maintenant, j'ai toute ma grammaire. Mais le naturel, c'est ça, c'est d'aller vers, enfin, l'humain va toujours un vers l'humain et deux vers lui. Enfin, c'est toujours t'as toujours ce truc-là, oui, ça c'est normal, c'est un réflexe. Mais c'est pas mal, ça veut dire qu'il y a une partie du truc qui est fait sans trop réfléchir et sans trop théoriser. Parce que voilà, moi j'ai un copain qui donne des cours comme ça effectivement, à des gens qui sont à la retraite ou qui veulent reprendre le dessin. Donc qui veulent des cours assez classiques comme ça pour faire des tableaux, des Hmm. peintures et des trucs comme ça. Et il m'a fait rire parce qu'il me racontait que effectivement les gens arrivaient avec soit leur boîte de crayons, soit leur boîte de peinture avec toute la gamme, quoi, le truc qu'ils se sont fait offrir à Noël ou ils ont acheté, Hmm. genre avec les 25 couleurs dans la boîte de peinture. Et ou alors une boîte de crayons avec tout du 7H au 7B, quoi. Et parce ils veulent bien faire, ils ont ce côté, ils veulent bien faire. Alors qu'en fait, pour dessiner, non, t'as besoin de crayons ou t'as besoin les couleurs primaires, ça suffit en fait quand t'apprends. Mais voilà, t'as ce côté de souvent de vouloir bien faire et de vouloir avoir le bon matériel pour faire le bon rendu, pour faire les belles, un exemple comme ça, par exemple, des belles fleurs, une belle Hmm. nature morte de fleurs, avoir bien les bons outils, que tes fleurs soient belles, soient jolies. Et en fait, je pense qu'il y a voilà, dans le dessin, je pense qu'il y a un truc à passer qui est d'abord d'essayer de comprendre comment il fonctionne ton bouquet de fleurs. Et j'ai discuté sur Twitter là avec, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus qui me disait qu'il avait commencé à dessiner là sur un logiciel sur iPad. Et voilà, et je voyais un de ses posts sur Instagram où il disait oh là là, mais j'ai juste du mal avec l'aquarelle à pas dépasser. Et en fait, on s'en fout. Au début, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de savoir où est-ce que tu mets ta lumière, où est-ce que tu mets ton ombre. C'est des choses comme ça. Voilà, le côté essayer de bien faire. Donc lâcher des trucs un peu inconscients, c'est bien aussi dans ce genre de truc. Je vois parce que j'ai une tante qui fait un peu pareil, donc il y a des aquarelles d'elle partout là comme ça, et on sent beaucoup. Enfin, en tout cas dans les premières. Après, avec le temps, ça vient, mais le côté très appliqué du truc. Hmm. Moi, ma théorie sur le dessin, c'est faut pas tant appliquer que ça. Il y a une partie où faut lâcher. C'est toujours réussir à voilà, ouais, à lâcher son trait, à lâcher son bonhomme. Si tu dessines un bonhomme qui fait quelque chose, ce qui est important, c'est que quand on voit que le bonhomme est en train de faire cette chose. Hmm. C'est pas qu'il ait les oreilles bien en face l'une de l'autre ou que voilà. Donc c'est voilà. Après il y a des tas de voilà pour revenir à ça pour apprendre à dessiner, ouais, il y a des tas de trucs à apprendre, mais qui sont voilà, c'est des règles de grammaire, c'est des trucs, c'est de la perspective, c'est laisser de la place, c'est voilà, c'est aérer son dessin, c'est et ça s'apprend un peu en tâtonnant, enfin comme tout, quoi. Il y a une phase théorique qu'on peut expliquer, puis il y a une phase d'expérimentation qui le fait, voilà, les enfants, ils expérimentent. Et je pense, moi, il faut les laisser expérimenter. Voilà. Alors ça me rassure beaucoup en plus parce que t'as dit que c'était compliqué de faire deux fois le même personnage. Tu avais dit au début de l'épisode, moi je n'arrive jamais à faire deux fois le même personnage ni rien, donc j'ai beau essayer de... J'en ai fait des pleines pages à un moment donné pour essayer de refaire. Je n'y arrive pas, hein, toujours est-il, mais a priori j'ai compris que c'était pas si mal que ça. Se dire que finalement je suis pas dans le contrôle, mais moi j'aime bien, tu vois, avec un gros feutre, hein, moi j'ai mes gros feutres, et puis plus c'est gros, plus ça me va, mais au bout d'un moment, bon, j'aime bien les grandes feuilles, hein, voilà, Bah, c'est c'est bien. comme ça.
Et tiens, j'avais un dernier mot avant de conclure. On en a un petit peu parlé, tu sais, de la représentation graphique, des choses comme ça, tout ce qui est autour du sketchnote et autres. T'en as un peu parlé aussi, tu sais, sur les médecins qui représentent, qui dessinent pour représenter. Finalement, le dessin, tu vois, en tant qu'outil pour, alors tu l'as dit, hein, pour réfléchir, qui était un élément important, pour mémoriser aussi, je pense, hein, que ça fait partie des choses. Je sais pas si t'en fais toi de la représentation graphique, hein. Quand on parle de sketchnoting, on parle beaucoup de représentation graphique, de réunions, de choses comme ça, mais qui finalement sont aussi des très bons outils. Moi je me rends compte souvent j'ai besoin d'avoir un cahier pour faire juste un espèce de schéma de ce que j'ai dans la tête, de ce que je pense en fait. Comment on peut travailler ça, tu vois, on sent qu'on a besoin de faire ce genre de choses là, comment est-ce que tu penses qu'on peut essayer de travailler ça? Alors non pas dans un sens beau ou quoi que ce soit, mais pour efficacité, tu vois la notion de ce que je veux dire? Alors oui, oui, je vois tout à fait. En plus, c'est un truc sur lequel je me penche là en ce moment parce que c'est une compétence que je cherche à développer, le sketchnoting, la facilitation graphique comme ça sur des réunions, etc. Parce que c'est très intéressant. Et donc moi, j'ai un problème qui est pas le même que le tien, c'est que moi, il faut que je freine mon dessin pour faire ce genre de choses parce que c'est un truc qui fonctionne avec des symboles. Donc c'est du dessin parce que c'est de la représentation de choses pour réfléchir. Pour moi, c'est ça, hein. Le dessin, pour moi, ça sert à comprendre, en fait. C'est pas Mm. représenter, c'est comprendre plus le chose. C'est la chose. Ça m'arrive de dessiner des trucs qu'à la fin, tu vois mon dessin, tu sais pas ce que j'ai, tu sais pas. Tu vois, si j'essaye de dessiner un moteur, je vais te faire des ronds, des gribouillis, machin. Et moi, je vais les faire. Je vais les tracer, les gribouillis, les ronds, les machins. Et à la fin, moi, je vais comprendre comment il est foutu le cylindre. Et toi, tu vas voir mon dessin et tu vas pas du tout comprendre ce que j'ai voulu faire. Tu vas te demander pourquoi j'ai fait une pelote de trucs, mais parce que moi, j'ai suivi mon raisonnement avec mon crayon. Mais voilà, ça c'est pas le sketchnoting, c'est voilà, pour moi le dessin ça sert à comprendre. Et donc ça sert aussi à expliquer, et ça c'est le principe du sketchnoting ou de la facilitation graphique. Et et là, bah là tu passes beaucoup par des symboles, par des logos, par des petites têtes aussi. C'est sympa d'avoir des petits éléments sympas. T'alternes des trucs qui représentent, enfin qui sont très lisibles. Voilà, une ampoule. J'ai un Mm. bouquin là que je viens d'acheter, ça s'appelle Usmo. Penser avec son stylo. Je l'ai pas encore lu. Je l'avais emprunté à la bibliothèque, j'ai pas eu le temps de le lire, donc je l'ai acheté finalement. Et qui, paraît-il, est pas mal sur le sketchnoting. Mais effectivement, c'est ça, c'est faire vraiment des petits schémas rapides à base de ronds. Usmo, en fait, le truc, c'est le U, le Z, le M et le O, ça te dessine une ampoule, en fait. Tu D'accord. fais le U par-dessus, tu fais le Z, ça te fait les traits de la vis de l'ampoule. Mm. Avec le M, tu fais le filament et le O, tu fais le O. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et c'est pour penser avec son stylo. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait plusieurs livres là-dessus. Donc je te dis, je me documente à fond en ce moment là-dessus. Et beaucoup s'adressent justement pas forcément à des dessinateurs, mais s'adressent à des gens qui dessinent pas ou peu pour les aider à penser. Le principe, c'est un peu le même que le mind map, quoi. C'est du mind Mm. map, mais avec des images. D'ailleurs, dans les logiciels de mind map, souvent, tu as des petites icônes, tu as une galerie dans MindNode ou je sais plus quoi, tu as une galerie avec des petites icônes, etc., que tu Ouais. peux mettre. Moi, je sais que je les utilise pas, mais quand je le fais à la main, quand je fais des schémas comme ça à la main, oui, là, j'utilise facilement, justement, une petite ampoule, un petit cahier, c'est vraiment les icônes, les petites icônes informatiques. Voilà, donc ça c'est le seul conseil que je vois à donner tout le temps, c'est bien bosse sur des grandes feuilles et laisse beaucoup de place entre tes éléments. Voilà, qui est un conseil que je donnerais d'ailleurs sur tout type de dessin, hein. C'est le premier conseil que je donne quand j'ai des étudiants ou des gens qui veulent illustrer, etc. C'est arrêter d'aller jusqu'au bord de la feuille. Cadrez-vous, redessinez un cadre et laissez des marges autour. Parce que bah, si vous avez besoin, vous compléterez votre truc, mais arrêtez de vous arrêter au bord de la feuille. C'est visualiser l'espace dans lequel vous allez dessiner et puis laisser de la marge. Et après, c'est laisser de la place entre les éléments. Quand je te donne l'exemple du personnage qui fait quelque chose, qui porte quelque chose ou qui va vers quelque chose, et ben si tu fais le personnage, je sais pas, qui porte une casserole, que tu fais ta tête et que tu fais la casserole juste à côté, ben après quand tu vas dessiner le bras, tu vas être embêté pour qu'il tienne sa Mm. casserole, il va la tenir trop près de lui. Donc il faut vraiment laisser de la place, c'est pas grave, il vaut mieux que son bras soit trop long pour qu'il aille chercher la casserole, si tu dessines d'abord la tête et la casserole,
que ce que tu feras si tu fais du sketchnoting, parce que si tu le fais, ça dépend si tu le fais pour toi ou si tu le fais en direct pour d'autres gens. Si tu le fais pour d'autres gens, tu as aussi le petit côté un petit peu spectacle comme ça, où tu vas, toi dans ta tête, tu sais ce que tu vas faire, mais tu vas placer un élément, l'autre élément, et c'est quand tu vas le raccorder que ça va prendre tout son sens. Ça peut aussi marcher de mes expériences dans le domaine. Après, voilà, c'est un domaine. Pour l'instant, je me forme et voilà, je me forme à ça, donc je suis pas encore un grand spécialiste. Ouais, mais c'est un domaine très intéressant hein, pour ceux qui doivent réfléchir, mémoriser aussi. Il y a des choses ou des. Alors bien sûr, c'est toujours pareil. Hein, c'est comme le bullet journal, c'est comme plein de choses. Il y a plein d'exemples sur Internet qui sont très très précis, très beaux, très organisés, etc. Mais on oublie juste que ça fait des années qu'ils font ça, les gens avec leurs dessins, et qu'un jour ils ont commencé par pas grand-chose, hein, un espèce de petit bout de dessin dans un coin, et qu'ils ont tâtonné, trouvé leur style. Et c'est vraiment ce que tu as expliqué dans cet épisode, hein, c'est que finalement, dans le dessin comme dans tout, hein, il faut penser à ce qu'on veut raconter. On trouve son style au fur et à mesure en s'entraînant, en faisant beaucoup. Hein, c'est un peu le résumé, grosso modo, de ce qu'on pourrait dire de cet épisode. En faisant régulièrement, ouais. En faisant tout à fait régulièrement. Ouais. Et je te remercie pour ces conseils, pour nous avoir aidé à comprendre un petit peu hein, comment ça se passe hein, finalement, quelles est les coulisses, parce que tu vois, moi j'avais aucune idée de comment tout ça marchait, le dessin, etc. C'est vraiment un monde que je connais pas, même si je rêve. Hein, franchement, je rêve et je m'entraîne. Hein, je continue à m'entraîner avec mes gros feutres, etc. J'arrive à des fois, j'arrive à faire 2 fois le même bonhomme, hein, en me débrouillant bien, mais non, mais si, je vais progresser. J'ai failli me lancer un défi, c'était de faire un nouveau compte Instagram sur lequel je ferai un dessin de temps en temps dessus, en me disant. Tu fais ça, tu fais un dessin par jour. C'est pas le but, c'est pas d'avoir un beau dessin bien en couleur qui pète. C'est si tu fais un bonhomme par jour sur ton Instagram, même si c'est toujours le même qui est un petit peu foiré, ça peut marcher. Après, voilà, il faut s'amuser avec ces outils. Hein, Instagram. Voilà. Tu peux le faire juste pour faire plaisir et juste pour te dire, j'en fais 360 dans l'année, j'en fais un par jour, un autoportrait ou je sais pas quoi, toujours le même. Et en fait, c'est l'accumulation des trucs va en plus donner une valeur supplémentaire à ton dessin que toi, tu vas trouver pas terrible au début, mais qui, un, va s'améliorer et deux, l'accumulation va créer des effets assez amusants parce que ça va raconter des histoires entre les deux. Mais bon, ça c'est parce que j'ai déjà mon imagination qui part sur ton projet là. Alors si d'ici la fin de la semaine vous voyez que j'ai un nouveau compte Instagram avec des dessins, vous saurez que c'est la faute de Krug. Mais voilà, de toute façon c'est toujours des idées. Mais pour l'anecdote, j'ai failli le faire au 1er janvier et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Mais tu vois, tu viens de me renforcer dans cette idée-là que pour progresser, et vraiment pour progresser, je devrais le faire, je devrais le mettre un peu plus publiquement mes histoires. On l'a pas dit, mais on peut te retrouver à plein d'endroits. Alors je mettrai toutes les notes d'épisode, mais on va dire un mot quand même sur ce que tu fais sur YouTube, parce qu'en fait il y a plein de trucs qu'on en a dit. Tu racontes ça dans ton streetcast, hein, donc dans ton podcast, et aussi sur YouTube où tu montres des choses, etc. Qu'est-ce que tu veux montrer en fait, hein, justement, quand tu fais ces contenus-là? Sur YouTube, je publie assez irrégulièrement pour l'instant, mais je vais en faire un peu plus. Enfin, je me forme. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer des trucs, des astuces, voilà, de partager des trucs, des astuces, de partager voilà. Enfin, ce qui m'intéresserait moi de transmettre, c'est de désangoisser quoi. C'est pas grave et il y a toujours des solutions. Et après, il y a des petits trucs et des petites astuces. Comme je le disais en début d'épisode, moi je travaille en atelier. Ça a plein d'avantages de travailler en atelier et des inconvénients aussi, mais ça a des avantages. Et un des avantages, c'est par exemple, comme on travaille beaucoup tous sous Photoshop, c'est s'il y a un truc qu'on sait pas faire, on a le choix entre passer une demi-heure sur Google pour le trouver ou poser les questions à voix haute et il y a toujours quelqu'un autour de nous qui sait. Et le principe de YouTube voilà, c'est aussi ça, c'est un petit peu d'aller trouver la bonne solution. Donc des fois, quand je trouve un petit truc, que ce soit sur mon blog ou sur YouTube, un petit truc génial de l'utilisation d'un logiciel ou un petit bug que j'ai passé une demi-heure ou 1 heure à essayer de résoudre, genre par exemple, je me suis abonné à la Creative Suite et je lance Illustrator et là ça rame. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier programme que j'ai utilisé en 1989, donc il y a plus de 30 ans. Donc je me dis, c'est pas possible parce que le principe est resté le même et ça fait quand même un peu toujours la même chose. Ça rame sur un Mac récent, etc. Et voilà, et ben aller trouver le bug, ça m'a pris quand même une demi-heure. Donc sur mon blog, j'ai fait un article pour
pour dire bah voilà comment j'ai résolu ce bug, voilà. Et en fait c'est la dictée vocale de macOS qui est pas compatible. En tout cas ça a résolu mon bug. Après il y a peut-être il y a Mm. d'autres solutions. Mais il y a aussi des voilà, et parfois je m'en sers moi sur quand je fais un article sur mon, ça me sert à m'en souvenir aussi. Quand je fais un article sur mon blog, par exemple, sélectionner un calque sous Clip Studio Paint avec un raccourci clavier simplement, et ben je suis allé le rechercher sur mon blog parce que je me souviens que je l'avais expliqué suite à la question qu'un copain m'avait posée. J'avais fait un article de blog et après quand j'ai voulu l'utiliser, alors que ça faisait 15 jours que j'avais pas utilisé ce logiciel, et ben je l'ai retrouvé. Voilà. Et sur YouTube, ouais, moi en plus il y a le côté apprendre un petit peu, voilà, à faire des vidéos, des choses comme ça, ce que je maîtrise pas. Et là, je suis tes bons conseils, c'est-à-dire faites-le. Contenu minimum viable, tout ça, progresser. Et voilà, sur le podcast, c'est un petit peu pareil. C'est des médias que je connais pas, que je maîtrise pas trop, mais qui servent, tout comme le dessin, voilà, qui servent à raconter des trucs et à transmettre des trucs, et qui, à ce titre-là, sont intéressants. Voilà. Alors, je vous mettrai bien sûr toutes les notes, tous les liens dans les notes d'épisode parce que donc t'as un blog, Twitter, deux comptes Instagram, une chaîne YouTube, un streetcast. Je mettrai tous les liens pour te retrouver un petit peu partout. Comme ça, on verra un petit peu comment tu fais, ce que tu crées. Il y a d'autres choses qu'on aurait pu parler parce qu'on n'a pas parlé de votre association de dessinateurs à Lyon. J'ai vu que vous étiez un sacré paquet quand même là-dedans. Quand même parce que c'est un projet intéressant. En plus, je sais le faire vite. Non, voilà, c'est-à-dire que moi, je suis lyonnais, j'habite à Lyon. C'est une ville, il y a pas mal de dessinateurs de BD. Ils ont commencé en 2006 par créer, j'habitais pas encore à Lyon, une association comme ça pour se rencontrer. Parce que moi, je travaille en atelier, mais c'est un dessinateur, un métier qui est assez solitaire quand même. C'est un truc, Mm. tu bosses dans ton coin, tu fais tes planches, t'envoies par, et surtout avec l'ordinateur. Là, tu peux faire ça sans sortir de chez toi jamais. Euh, pour se rencontrer, pour boire des coups et faire des bouffes. Et puis un jour, on s'est dit, il y a un petit peu des problèmes dans la bande dessinée, de crise de droits d'auteur, de revenus, enfin comme dans plein de boulots, mais voilà, des problèmes particuliers. Et une des réponses qu'on a trouvées, c'est de se constituer en maison d'édition lyonnaise qui sort une revue qui s'appelle Les Rues de Lyon tous les mois. Et avec chaque fois des dessinateurs, des auteurs différents, et qui raconte donc chaque mois une histoire lyonnaise, une histoire lyonnaise vraie, une histoire vraie. Voilà, ça fait 5 ans que ça dure. Moi, j'ai déjà fait 3 numéros et je fais le numéro du mois de février, donc le numéro prochain sur lequel je suis un petit peu à la bourre. Mais je vais m'en sortir, il sera dans les boîtes aux lettres et dans les librairies vers le 10 février. Voilà, on diffuse ça dans les librairies lyonnaises ou sur abonnement, où on peut les commander sur le site internet de l'épicerie séquentielle ou des rues de Lyon, c'est comme on veut. On a pris toutes les adresses disponibles pour pointer là-dessus. Voilà, c'est une initiative qui marche pas mal en fait. On est assez content, c'est une expérience collective et en fait je pense que c'est comme ça que j'ai découvert ton podcast. C'est-à-dire que je m'occupe un petit peu de la communication sur les réseaux sociaux de cette association, et c'est là que je suis allé chercher des infos, et je pense que c'est là que je suis tombé sur votre coach web, parce qu'à l'époque, tu étais votre coach web. Voilà. Voilà. Et ben voilà, donc c'était la boucle est bouclée, on va dire, comme ça. Je te remercie encore beaucoup pour ton temps que tu as passé avec nous pour nous expliquer tout ça, pour partager ta passion du dessin, parce qu'on sent t'as une passion aussi de transmettre un petit peu de ta philosophie, de comment est-ce que on raconte son histoire, comment on partage tout ça. Donc merci à toi pour tout ça. Je vous répète, on met tous les liens dans les notes de l'épisode. Et puis si tu retrouves le nom de cette fameuse application qui ta fille utilise pour faire des petits dessins animés, on la mettra dans les notes de l'épisode parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont intéressés, qui se disent mais c'est quoi cette application? Folioscope, ça s'appelle Folioscope. Voilà. Une application, je crois que c'est français. Et c'est très simple, ça te fait des traits un peu avec des pixels, un petit peu pixelisés. Mais c'est vraiment aussi très simple à prendre en main et ça permet de faire des trucs très marrants. C'est voilà, là la beauté du trait en animation, c'est pas le sujet en fait, parce que comme c'est un trait qui bouge, il n'y a pas de beauté du trait. Et là, ça permet vraiment d'aborder simplement les principes de l'animation et que c'est très drôle. Et si vous allez par exemple sur mon Twitter, ça doit y être. Vous cherchez la première itération de mes vœux ou sur Facebook. En fait j'ai mis ce que m'a fait ma fille.
Mm. Voilà, j'ai mis les vœux de ma fille parce que je me suis dit que j'allais pas avoir le temps de faire une carte de vœux. Et après, je me suis dit quand même que ça craignait un petit peu qu'il fallait que je recontacte mes clients, donc j'en ai fait une. Mais au départ, j'étais parti sur mettre les vœux de ma fille, qui est donc une petite animation toute bête, euh, faite avec cette application géniale qui s'appelle Folioscope. Voilà. Alors je suis allé chercher l'application sur l'App Store. Et alors, c'est rigolo parce que le premier commentaire dessus, c'est signé Grug2. Ah, ah, Voilà, donc comme quoi tu mets en plus un commentaire 5 étoiles sur l'application, tu la recommandes, etc. Vous voyez comme quoi il est vraiment exactement aligné hein, quand il vous dit un truc, il est vraiment dedans. Et effectivement, en plus, je précise, c'est qu'elle est gratuite avec des achats intégrés, mais donc il y a une version gratuite. Donc je mettrai bien sûr tous les liens dans l'épisode pour que on puisse aller tous s'amuser avec ça, tout seul ou avec nos enfants, parce que je vois un petit peu les extraits. C'est vrai que ça a l'air sympathique. Je te remercie encore donc pour le temps passé, pour tous ces bons conseils. Nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes et je vous souhaite tous un très bon week-end à toi Grug et à très bientôt. Ciao ciao. ciao. Bertrand, c'est Grug, j'ai juste oublié 2 trucs dans notre... pas que 2, mais j'ai oublié 2 trucs hyper importants dans notre interview d'hier concernant les enfants. La créativité, développer la créativité chez les enfants. Le truc, je crois, le plus important, pour en avoir parlé avec des collègues et tout ça, c'est de les laisser s'ennuyer. Il faut que les enfants s'ennuient. C'est à ce moment-là qu'ils développent leur créativité, c'est à ce moment-là qu'ils se cultivent. C'est hyper important. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, ça concerne plutôt la vie d'indépendant. Ça fait quasiment depuis le départ que je suis indépendant. Pendant 2-3 ans, j'ai été salarié, pas plus. On n'en a même pas parlé, ça, c'est pas grave. Et voilà, on accepte des boulots, on jongle, on fait pas toujours exactement ce qu'on veut, mais à la fin, on s'en sort. 25 ans plus tard, on est toujours vivant. Et ça, c'est hyper important. Je te fais des bisous.